Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Au programme aujourd'hui, 3 affaires. On va parler évidemment de l'affaire, la grande affaire de l'abaya, cette séquence complètement folle. On parlera évidemment aussi de la Suède avec un petit fait divers mais qui est assez intéressant. On le verra évidemment l'interview d'Hugo Décrypte et de notre très cher président Emmanuel celles et ceux Macron. Mais avant tout, je t'invite à liker, à commenter, à partager, surtout à t'abonner à la chaîne de Georges parce que c'est très important. Pourquoi ? Bah tu le sais pourquoi c'est important. Je vais pas te le dire. J'ai dit que j'arrêtais de le dire, j'arrête de le dire. Le référencement. Vous êtes sur la chaîne de Georges et vous regardez la seule et l'unique revue d'actualité de l'univers observable. Je suis tellement d'extrême droite que je mange tout seul. C'est parti. Abonne-toi, c'est important. Important pour le référencement. N'hésite pas à t'abonner. Alors, la première actualité de la semaine, c'est une histoire de tissu. C'est une histoire de rentrée et c'est une histoire d'islam politique. Je te résume l'affaire. Donc je vais vous parler de la polémique de 2023, parce que les offensives de l'islam radical à travers les habits, on en a eu plein ces 10 dernières années. La polémique, celle dont je parle, elle débute avec Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, qui a expliqué qu'il voulait interdire le port de l'abaya dans les établissements scolaires. Alors il dit ça dans un premier temps, ensuite le 27 août sur le plateau de TF1, il surenchérit en justifiant son choix en mode alors j'ai pas envie qu'on puisse voir la religion des élèves en les regardant quoi. Bon, évidemment, tous les gens saoudiens ont pris un malin plaisir en se filmant avec une abaya en mode regardez comment on pisse sur vos lois, on vous encule, nique la France. Évidemment, plusieurs points à aborder dans cette affaire-là. Déjà, de quoi on parle ? L'abaya, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est religieux ? Dans ce cas-là, c'est un signe ostentatoire. Ou est-ce que c'est culturel ? Dans ce cas-là, c'est plus une problématique d'homogénéisation des élèves. Ou en tout cas, d'homogénéisation visuelle des élèves. Et bah, c'est un peu des deux. Ou c'est ni l'un ni l'autre. Je m'explique. Concrètement, qu'est-ce que c'est quoi l'abaya ? C'est un habit féminin, genre une longue robe, qu'on appelle un habit pudique, puisqu'elle va couvrir les formes des femmes. C'est straight from les pays très chauds, puisque ça permet de mieux supporter les grandes chaleurs. Et c'est là la subtilité. Cécile Vassas, la chercheuse, explique que le vêtement n'est pas une obligation dans le Coran. C'est donc pas un vêtement religieux. En revanche, c'est un habit qui est culturel. Genre en Arabie Saoudite, le vêtement est obligatoire, sauf pour les touristes. Donc l'Arabie Saoudite en a fait un objet culturel, mais quasiment cultuel. En tout cas, il en a fait un objet obligatoire. Mais c'est pas foncièrement religieux. Donc l'interdiction de l'abaya, en soi, c'est pas islamophobe, au sens premier du terme, contre les musulmans. En revanche, l'abaya, c'est porté par des gens qui proviennent de pays qui n'ont pas la tradition qu'on a de séparation de l'État et de la religion. En Arabie Saoudite, par exemple, il n'y a pas de laïcité. Il n'y a pas de laïcité, séparation, je sais pas, Brésil, machin chouette. Il n'y a pas ça. Pareil en Iran et pareil dans tous les pays musulmans. Il n'y a pas de concept de laïcité. L'État est imprégné de religion. Donc, porter un habit obligatoire dans un autre pays ou culturellement lié à un État qui est lui-même religieux, c'est indirectement afficher sa religion. L'abaya n'est pas religieux en soi, mais elle l'est pour soi. C'est-à-dire que l'abaya, le tissu n'est pas religieux, mais celui qui le porte, en tout cas en l'occurrence celle qui la porte, est éminemment religieuse puisqu'elle provient de pays qui n'ont pas de distinction entre le vêtement, l'État et la religion. C'est la même symbiose, on va dire. Déjà, premier élément, ça montre que la laïcité française est complètement à la rue, puisqu'elle en est à refuser l'expression d'une religion qui a en soi, on le connaît, déjà la mainmise sur des quartiers et des territoires entiers de notre pays. Bon, et comme on pouvait s'en douter, l'interdiction a eu un espèce d'effet stressant, en pensant qu'on avait une énième atteinte à l'islam en France. Des élèves, parfois très jeunes, se sont chauffés à venir en abaya, et ça a été le cas de 298 élèves selon les premiers rapports. Mais tout ce que j'ai dit, quelque part, on s'en bat les couilles.
Alors, je m'explique. Que ce soit étranger ou religieux, c'est pas le problème. Le problème, c'est que c'est, selon moi, un marqueur colonial. Et je vais pas reprocher à des colons d'être des colons et d'être dans une perspective de colonisation de l'espace visuel. C'est-à-dire que quand il y a des filles qui viennent en abaya dans un lycée ou dans une école, elles importent un objet qui est culturellement étranger à la France. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec ces espèces d'interdictions un peu hypocrites. Les gens qui mettent l'abaya savent pertinemment que d'autres femmes dans le monde meurent pour enlever des vêtements culturels ou religieux. Mais elles portent quand même ce vêtement parce qu'elles sont dans une logique de compétition et de rivalité avec la France. Ces gens-là veulent faire sécession de l'État. Mais putain, mais parfait, très bien. Faites sécession, habillez-vous comme vous voulez. Dès lors que tu es dans une logique d'autodiscrimination, que tu veux te démarquer volontairement du corps social en t'habillant différemment que tout le monde, c'est que quelque part, t'as pas ta place dans le pays. Alors après, t'as des espèces de combines en mode regardez comment on peut feinter les lois françaises, je vais mettre une couverture, je vais mettre en mode comme ça on va pas voir que c'est une abaya. Mais si vous tentez de feinter les Français, c'est que vous-même, vous avez conscience que vous êtes en train d'imposer un mode de vie étranger à des Français qui n'en veulent pas. Donc vous imposez un mode de vie à des Français qui n'en veulent pas. Mais personnellement parlant, ça fait très longtemps que ces gens-là, je ne vous intègre pas dans ma définition du français. Et les gens en commentaire qui vont faire les offusqués. Si demain, moi je me ramène avec un béret baguette au Maroc, en mode mais alors attention, c'est pas de la colonisation, faut respecter toutes les traditions. Regardez le béret que je porte, il ressemble un peu à un koufi ancestral marocain. Vous allez me dire, bah non. Tu prends les Marocains pour des jambons, va te faire enculer. Et vous auriez parfaitement raison de me dire ça. Évidemment que dans un monde idéal, les Français, qu'importe les origines et qu'importe leur religion, s'habillent tous relativement pareil et portent en eux le pays, portent en eux la France. Mais là, c'est pas le cas. Ce groupe-là, donc les gens qui militent pour que l'abaya soit imposée dans les classes, ou en tout cas qui militent pour arriver en abaya en cours, tout comme ceux qui militaient pour le burkini dans les piscines. Ces gens-là, qui sont souvent poussés par des services marocains, qataris ou saoudiens, ces gens-là veulent imposer à notre espace de vue, veulent nous imposer un mode de vie étranger. Gilles Kepel, il explique très bien que cette stratégie, qui consiste à pousser l'État accueillant, qu'on peut appeler un État colonisé, vers ses retranchements, ça consiste à négocier de plus en plus. C'est-à-dire que c'est une stratégie d'infiltration. Au mieux, si l'État est faible, on l'infiltre et on colonise tout l'espace public et le pays devient un pays colonisé. Et au pire, l'État essaie de se défendre en mode « Ah bah tiens, l'abaya, c'est pas très français ». Ça va être instrumentalisé pour dire aux musulmans « Regardez, vous êtes des victimes, l'État est islamophobe ». En conséquence de quoi, les musulmans, et notamment les plus jeunes, vont faire sécession du corps social et alimenter ce que Gilles Kepel, que je citais tout à l'heure, appelle la banalisation du sentiment victimaire. Donc dans les deux cas, la France, elle est perdue. Donc ça sert à rien de forcer l'intégration de gens qui ne veulent pas s'intégrer. On va pas les forcer à aimer notre pays. Normalement, les gens devraient l'aimer naturellement. Là, eux l'aiment pas. Eux veulent nous imposer un mode de vie étranger qui s'impose à eux-mêmes ce mode de vie, qui vivent entre eux, qui vivent de manière communautaire, entre eux et en laissant les Français tranquilles. Laissons-les s'habiller comme ils veulent, laissons-les vivre avec ceux qui défendent ces modes de vie. Les guerres de la France insoumise, féministe et protecteur du royaume, demandez-vous pourquoi les femmes portent l'abaya, pourquoi c'est ample, pourquoi l'Arabie Saoudite l'a rendu obligatoire, pourquoi le défendre est féministe en France, alors que enlever un vêtement est passible de mort en Iran ou en Arabie Saoudite. Posez-vous les bonnes questions, mes petits guerres de la France insoumise. Demandez-vous pourquoi sur TPMP, quand on vient défendre l'abaya, c'est le père de famille qui le défend devant sa fille, et c'est pas la fille elle-même. Et évidemment, t'as les gros suceurs qui vont dire partout, alors oui, mais on a d'autres problèmes à l'école, on n'a pas assez de profs et le niveau baisse. Les profs se font décapiter par ceux qui font baisser le niveau général. Moi je pense que la question est vite répondue. Deuxième séquence assez glauque de la semaine, ça nous vient tout droit du pays où les gens sont blonds et ont des beaux meubles, la Suède. Alors je vous mets la séquence et on en parle juste après. En stege. Okej. Vad gör du, Mohammed? Mohammed, du kommer inte upp här. Du kommer inte in i mitt hem. Du kommer inte in i mitt hem, Mohammed. Du kommer inte in i mitt hem. Därför han högg mig med en kniv. Han högg mig med en kniv. Han högg mig med en kniv, en stor köttkniv. Såg ni det? Primecrime.se. Du, han krossar glaset med en sten. Mohammed,
Mohammed. Släpp in mig på där så han kommer in. Han kommer in, Maria. Mohammed, hugg du. Mohammed. Mohammed, du högg mig redan. Mohammed. Alors l'affaire, c'est quoi? C'est un migrant algérien, Mohamed Amana, qui n'a pas super accepté que sa Juliette, elle mette fin à la relation. Du coup, réaction parfaitement légitime, il prend son couteau de cuisine pour en découdre. Tout ça se passe en Suède, à Orfort. Mais alors, quelle suite de l'affaire, vous allez me dire? Eh ben, une expulsion du territoire. Normal. Sauf que, problème, notre Mohamed n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'il a déjà reçu une plainte pour des faits similaires et il a déjà reçu un avis d'expulsion. Ce qui est assez fou, c'est qu'en l'occurrence, on a une personne qui prend le temps de poser une échelle avec un couteau, de monter sur l'échelle et d'aller chez la personne, le tout en étant filmé par la victime. Parce que c'est pas une question physique, t'as juste à décaler l'échelle et il n'y a plus de menace. Et du coup, j'ai fait mes recherches parce que ça m'a interpellé ce genre de réaction. Et je me suis demandé comment l'être humain peut-il avoir intégré l'amour de l'autre au point de le filmer en train de le menacer physiquement, quoi. C'est-à-dire que le mec filme, il avait juste à faire ça avec la main, il n'y avait plus de menace, et là le gars filme, donc il n'ose pas agir. En d'autres termes, comment des Vikings peuvent-ils s'être fait couper les couilles au point de laisser Mohamed monter sur l'échelle? Et il y a un truc, en faisant mes recherches, j'ai trouvé qui s'appelle le conditionnement évaluatif. Une espèce d'évolution du conditionnement de Pavlov qui explique que plus on est exposé à une idée ou à une image, plus on va être incapable physiquement de réagir en cas d'exposition à l'inverse de l'image qu'on nous a imposée ou qu'on se figure nous-mêmes. Et en Suède, la propagande sur le gentil migrant qu'il faudrait aider a été tellement puissante qu'on peut penser que le mec qui filme la situation a subi ce conditionnement et a été pétrifié. Il s'est dit c'est impossible que cette situation se déroule, je ne peux pas agir. Voilà. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. La dernière actualité de la semaine, c'est Hugo Décrypte qui l'a faite. Alors pas sûr qu'il fasse une actualité sur sa propre personne, une forme de Hugo Décryptception. Qu'est-ce que je raconte moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Hugo Travers de la chaîne Hugo Décrypte des nazis en Ukraine, je plaisante, ça va rigoler quand même. Il a interviewé le président de la République avec El Famoso. Je suis le représentant des jeunes d'un côté et j'interviewe un président en chemise manche retroussée de l'autre. Ça veut forcément dire que je suis cool. Voilà. Un peu l'idée. Une interview de 2 heures où franchement Hugo a été relativement incisif, mais on reviendra un peu sur les critiques que j'ai à ce niveau-là. Il y a quelques points que j'aimerais aborder avec vous. Déjà, l'écologie, faut arrêter. Faut arrêter qu'à chaque fois qu'un jeune parle à une personnalité politique, il casse les couilles avec l'écologie. Déjà parce que l'écologie, certes, c'est une priorité des jeunes en France, mais il y a aussi le pouvoir d'achat, il y a aussi la sécurité, il y a aussi l'accès à l'emploi, il y a aussi l'énergie. Enfin bref, il y a quand même beaucoup de priorités. Pourquoi? C'est forcément l'écologie qui revient. Premier élément. Ensuite, si c'est pour nous faire une leçon collective de pourquoi faut bannir les avions et faire du compost sans s'attaquer au fondement du problème, à savoir la libre circulation des marchandises, des hommes et des capitaux, ça vaut pas le coup de parler d'écologie selon moi. Si Hugo Décrypte avait pointé du doigt la responsabilité des accords de libre-échange, la responsabilité de l'Union européenne, la responsabilité des États-Unis, la menace que fait peser la Chine, l'Inde, le Nigeria via sa démographie, s'il y avait ces questions-là qui étaient ressorties, ok, pourquoi pas parler d'écologie? Si on commençait à aborder la question fondamentale des frontières, la question du localisme, la question qu'avait abordé Arnaud Montebourg du patriotisme économique, la question de la souveraineté alimentaire, pourquoi un paysan qui fait ses patates est obligé de vendre ses patates plutôt que les manger, ça c'est des situations qu'on expérimente en France qui auraient dû être mentionnées au président. Ça n'a pas été le cas. Là dans l'interview c'était en mode « Eh mais l'avion c'est chiant » contre « Ouais mais l'avion c'est français ». Voilà, globalement c'était ça. Ensuite, je vois beaucoup d'agitation sur les réseaux sociaux expliquant qu'Hugo Décrypte a été très bon et meilleur que d'autres journalistes. Franchement, je connais le niveau des journalistes, c'est possible. Maintenant, est-ce qu'il a été bon? Je sais pas. Est-ce qu'il a été posé des questions qui gênent? Est-ce qu'il y a eu des questions sur les PowerPoint de McKinsey? Est-ce qu'il y a eu des questions sur les économies faites sur les services publics, notamment hospitaliers, lors du mandat d'Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie? Est-ce qu'il y a eu des questions sur le patrimoine caché d'Emmanuel Macron lors de son passage à Rothschild? Est-ce qu'il y a eu des questions sur le scandale du Stade de France géré par Emmanuel Macron et Gérald Darmanin? Est-ce qu'il y a eu des questions sur la vente d'armes aux Russes après l'embargo de l'Union européenne? Est-ce qu'il y a eu des questions sur les émeutes? Est-ce qu'il y a eu des questions sur la grève des policiers? Est-ce qu'il y a eu des questions sur le pouvoir des GAFAM dans notre pays? Parce qu'il y a un mois, le pays, c'était American Nightmare, on sortait plus et il y avait des vandales qui étaient à Châtelet-Léal et personne n'en a parlé.
Parce que les jeunes, ah non, les jeunes c'est l'écologie. Ah non, c'est chiant. Et on a une espèce de pièce de théâtre où tout le monde joue son rôle. Le président dans un rôle un peu paternaliste, un peu mis en difficulté, mais qui gère quand même la situation, qui essaie de convaincre les jeunes qu'il faudra quand même voter pour lui ou pour son sbire en 2027. Et le jeune de l'autre côté qui correspond parfaitement à ce qu'on attend de lui ou à ce que la bourgeoisie médiatique attend de lui. Il est jeune, du coup, il va ressortir toutes les thématiques de la France insoumise. Il va penser qu'à deux choses, à savoir son quotidien de jeune et l'écologie apocalyptique et un peu la précarité menstruelle. Putain, tu parles au président de la République, au mec qui a le plus de responsabilités en France et sur 2 heures, tu trouves un moment pour lui parler de précarité menstruelle. Tous mes respects aux femmes qui m'écoutent et j'espère qu'il y en a beaucoup. Mais il y a quand même des sujets qui sont plus importants pour les femmes aujourd'hui que la précarité menstruelle. Parce que les femmes peuvent pas faire Châtelet-Léal, porte de la Chapelle sans se faire violer. Mais toi, ta question, c'est pourquoi il n'y a pas de serviette hygiénique dans les chiottes? Bah non, en fait. C'est complètement en décalage. Ça, c'est des attentes de bourgeois qui parlent de ça au président de la République. Les gens n'ont pas la chance de parler au président de la République, hein. Donc quand tu as la chance, tu essaies de voir un peu collectivement ce que les gens veulent lui poser comme question. Et pas juste ce que le cocon bourgeois, instruit et citadin veut poser au président de la République. C'est mon sentiment. Et même si Hugo Décrypte coupe la parole, parce que j'ai vu, ah oui, il a coupé la parole, il a été vraiment incisif. Et Macron n'a jamais été en difficulté dans cette interview. Un autre problème, c'est ce qu'on peut appeler une espèce de communautarisation des discussions politiques. Genre, les jeunes ne peuvent parler que des jeunes et d'écologie. Les noirs peuvent parler que des noirs et des minorités. Les vieux peuvent parler que de la retraite. Non, je veux dire, pourquoi Hugo n'a pas posé des questions sur la réforme des retraites? Pourquoi il n'a pas posé des questions sur la condition des policiers en France? Hein? Bon, il y avait quand même d'autres sujets à aborder. Et dernier problème, c'est que Hugo Décrypte, malgré lui, donne du crédit au président de la République. Et au-delà du crédit, il lui donne une exposition de malade. Une exposition qu'un cabinet de conseil comme McKinsey aurait facturé 2 millions d'euros. Le phénomène web de la semaine, c'est une publicité Adidas autour de la thématique du rugby. Alors on sait que le rugby c'est très populaire dans le sud-ouest, mais Adidas, il se dit que là où c'est populaire, c'est dans les banlieues. J'ai habité en banlieue, pas vu un seul ballon de rugby de ma vie, hein. Merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le... Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Big up à Napoléon, tu nous manques. Time! Abonne-toi, c'est